mon premier conseil, c'est on y va avec des gens de confiance. Si tu as confiance à un gestionnaire de projet qui peut te guider vers un bon architecte, vas-y avec ça. Donc, aussitôt que le client a ce budget, faut pas le prendre et l'ancrer au roc. Faut pas dire, OK, c'est ce que ça va me coûter. Faut garder en compte que ce budget, si c'est un 200 000 que je prévoyais pour ce projet, il faut garder un certain buffer, mettons 10%, 15% de buffer. Et ce que je fais généralement, c'est une responsibility matrix. Donc, c'est une matrice de responsabilité. OK, on dit, mettons, est-ce qu'on veut ça de cette qualité de fer ou cette qualité de vitrage ou cette qualité de finition. Donc, je liste tout ça. Je dis, OK, ce sont les détails que je ne vois pas dans les plans, que j'ai besoin essentiellement pour pouvoir soumissionner. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, genre, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, dans quoi tu travailles ici? Tu viens du Liban, tu as dit, pourquoi tu as déménagé, puis te présenter un petit peu sur qui tu es. Parfait. Merci beaucoup, Swan, pour m'avoir aujourd'hui. Je viens du Liban. J'ai fait de la gestion de projet pour toute ma vie, consultation, entrepreneur. Je suis venu ici pour d'autres opportunités, donc pour découvrir un peu ça ressemble à quoi travailler au Canada et d'évoluer dans ma carrière. Présentement, je suis gestionnaire de projet, ingénierie avec Aéroport de Montréal pour les grands projets. Gérer un grand projet, ça ressemble à quoi des étapes du début du grand projet, comment on commence un grand projet, puis jusqu'à arriver au plan, définition d'un projet, puis même un projet en général, ça ressemble à quoi à l'aéroport de Montréal, on va dire? Un peu partout, Swan, les projets se ressemblent. Mais ce qui est le plus important, l'étape la plus importante, c'est d'établir ce dont on a besoin. Si on sait vraiment ce qu'on a besoin, n'importe quel projet, grand ou petit, ça peut pas mal se ressembler dans les étapes majeures. Chez ADM, présentement, et dans les autres, il y a quelque chose qu'on appelle un programme fonctionnel technique. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'accommoder 100 000 passagers, 200 000 passagers? Est-ce qu'on a besoin de, des toilettes en or? Est-ce qu'on a besoin des grandes salles, qui peuvent accommoder jusqu'à combien de personnes, quel type d'aéronef? Donc, même chose pour une maison aussi simple, on pourra prendre les mêmes étapes. La première question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de 3 chambres à coucher, 2 toilettes? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on répond à notre besoin? C'est ça la première question qu'on se pose. OK, du coup, dans chaque projet, si je résume, ce qui est important dans chaque projet, c'est d'établir les besoins. Ensuite, une fois que tu as établi les besoins, qui te permet, genre, est-ce que tu as des professionnels ou tu as du monde qui t'aide, qui aide le client à d'établir ses besoins et comment répondre à ses besoins? Certainement, effectivement. Mais au début, il doit y avoir un besoin. Le besoin, c'est quand le client va lever la main, OK, on a besoin de quoi? C'est là où il appelle ou un gestionnaire de projet, s'il ne sait pas vraiment comment s'orienter et qui appeler, ou bien il appelle son architecte va venir, OK, je vais t'aider à t'orienter dans ton besoin. Généralement, on fait ça. Tu as 2 enfants, tu prévois un 3e, OK, peut-être qu'on fera 3 chambres à coucher. Tu en as besoin, tu en as 2 voitures, pourquoi on ne fait pas un gros garage? OK, t'aimes ça avoir une piscine? OK, on va mettre ça dans le besoin également. Une grosse cuisine? OK, vous aimez cuisiner. Donc, c'est là où il y aura un petit accompagnement pour qu'on établisse le programme fonctionnel technique en entier. Chez ADM, présentement, on a une équipe technique qui nous supporte. On a une équipe de planification, certainement, qui planifie tout ce qu'on va faire dans l'aéroport d'ici 10, 15, 20 ans. Donc, on sait également où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on planifie pour le futur et c'est qui peut nous aider et nous appuyer là-dedans. OK. Puis, ce serait intéressant, vu que tu m'as dit que tu as énormément d'expérience en gestion de projet et principalement en entrepreneur général et en conseil. Je voudrais savoir, quand tu as si j'ai un client, supposons que mon client, c'est un médecin, un médecin qui veut ouvrir son cabinet. Donc, supposons qu'il ait 10 salles d'examen. Dans ces 10 salles d'examen, le client, il se demande, OK, c'est quoi quand je commence, je pars d'où pour commencer le projet, pour arriver de mon idée que j'ai dans ma tête à la fin. Donc, on a déjà dit qu'on partait il faut déterminer les besoins. Ensuite, on a déterminé aussi qu'on a besoin d'un architecte. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels
dont il aurait besoin, tu sais, pour son projet, ou quel genre de professionnel lui aurait besoin pour établir ses besoins, établir ses plans, puis faire tout le processus pour arriver à la fin avec son cabinet d'ouvert, comme de qui il aurait besoin. Est-ce que tu pourrais détailler le processus du début de son idée jusqu'à arriver à la fin, à la construction? Oui, c'est sûr. Ça dépend vraiment de ce qu'il veut bâtir. Si on dit il fait juste rénover un espace qui est déjà existant, il n'a pas besoin de beaucoup de monde. S'il a un espace un peu plus grand, il aura besoin certainement de plus de monde pour l'accompagner. Et je dirais certainement, il y a on va lister juste les professionnels qui vont l'aider. Il y a l'architecte qui va le guider en premier lieu, d'établir les besoins, l'accompagner, faire un plan préliminaire. Après ça, il y aura un ingénieur de structure. OK, comment on va mettre ça au concret? Ça prend des fondations, ça prend des poutres. OK, ça fait du sens. Ce qu'on fait, ça fait pas de sens. Après ça, il aura besoin de 2 professionnels électricité, un professionnel électricité et un professionnel mécanique qui vont également s'assurer que l'espace est bien chauffé, il y a de la climatisation, on a un bon raccordement électrique, donc qu'il aura tout ce que ça prend. Ça dépend également des projets. S'il a besoin de faire un bâtiment LEED certifié, pourquoi on n'engage pas une ressource Est-ce que tu peux développement expliquer ce durable? que ça veut dire un bâtiment LEED? Un bâtiment LEED, c'est en grosso modo, c'est qu'il respecte tous les aspects du développement, pas tous les aspects, des critères de développement durable pour aboutir à une certification LEED. Cette certification, pour l'obtenir, il y a plusieurs paramètres. Mettons, si on met des photovoltaïques, c'est sûr qu'on gagne des points. Donc, si on fait de récupération de l'eau pluviale et on la met dans des bassins pour la réutiliser, on gagne des points. Si on travaille sur notre enveloppe pour sauver de l'énergie, c'est sûr qu'on va gagner des points. Autant qu'on gagne de points, autant qu'on a notre bâtiment certifié à plus haut niveau. On commence par LEED régulier, LEED Silver, LEED Gold. Donc, LEED Or, c'est vraiment très bien. Et il y a le Platinum qui est super excellent. Donc... Et tu travailles beaucoup sur ce genre de projet certification LEED à l'aéroport, ou c'est juste quelque chose que tu connais de ton côté, de ton expérience de construction et de conseil? Je le connaissais déjà et on le fait également à l'aéroport. Donc, OK. Puis pour revenir sur le médecin, du coup, tu disais il a besoin d'un architecte, d'ingénieur structure électrique, d'ingénieur mécanique aussi. La question qui me revient souvent avec beaucoup de clients, c'est ils se demandent, tu sais, ils veulent savoir avant de commencer à faire des plans, avant de commencer à payer pour des plans, ils veulent savoir si leur budget il est réaliste. Tu sais, du coup, un budget, comment un client il pourrait savoir si, tu sais, par exemple, il veut faire sa clinique, mais il a peut-être 200 000 de budget, puis il veut savoir si de 200 000 de budget il est réaliste, et puis peut-être que pour pas se retrouver à dépenser 10, 20 000 dans des plans, puis qu'au final il puisse pas construire parce qu'il a pas le budget. Donc, comment tu approcherais ça, toi, ou comment tu inviterais le client à approcher ce dilemme, entre guillemets? Généralement, Swan, je commencerai avec mon architecte. Quand l'architecte établit ses besoins et il fait un plan préliminaire, sans avancer beaucoup dans les détails, il est capable, mettons des plans d'avancement à 30%. On connaît combien de salles, on connaît un peu la superficie, quel genre de finition on vise, c'est quoi la fonctionnalité qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin d'un ascenseur ou 2. Donc, ça, mais qu'on l'établit, on est capable par pied carré de savoir, OK, ça ressemble à ça le coût. Est-ce qu'on est loin de 10%? Est-ce qu'on est loin de 20%? On est capable de faire un petit budget préliminaire, qu'on l'appelle. De ce petit budget préliminaire, on le prend, OK, fait-tu du sens ou ça fait pas de sens? On avance ou on n'avance pas. C'est un go-no-go decision. Donc, aussitôt que le client a ce budget, faut pas le prendre et l'ancrer au roc. Il ne faut pas dire, OK, c'est ce que ça va me coûter. Il faut garder en compte que ce budget, si c'est un 200 000 que je prévoyais pour ce projet, il faut garder un certain buffer, mettons 10%, 15% de buffer, car mais qu'on soit rendu au plan 70% à un avancement complet, mais qu'on détermine toute la quincaillerie, ce budget va certainement évoluer dans le temps. Ça se peut qu'il descend, ça se peut qu'il augmente, ça dépend de nos choix en cours de chemin. Donc, généralement, le gros risque qu'on a, que les clients prennent ce budget préliminaire et ils disent « OK, c'est ça ce qui va me coûter » et en fin de compte, ils font tous leurs choix et ils choisissent tout ce qui est haut de gamme et on ne reste plus dans ce budget-là. OK. Et ben justement, pour s'assurer, tu sais, parce que tu peux avoir des professionnels qui les conseillent plus ou moins bien sur ce genre de processus, toi, comment
quels critères, ou est-ce que tu as des critères de sélection d'un professionnel, parce que tu vas pas nécessairement embaucher le premier architecte sur lequel tu tombes, ou est-ce que tu en entrevues plusieurs, comment tu fais ce processus, ou comment tu conseillerais aux clients de faire ce processus? Mon premier conseil, c'est on y va avec des gens de confiance. Si tu as confiance à un gestionnaire de projet qui peut te guider vers un bon architecte, vas-y avec ça. Si tu as un architecte... Du coup, des références. Exactement. Tu as besoin d'une référence. Peut-être qu'en entrevue, l'architecte est super bien, mais il est super bien en complexe résidentiel. Est-ce qu'il serait bon pour une résidence privée qui est en montagne? Moi, je ne pense pas. Car les requis et la manière de fonctionner peut être un peu différente. Donc, mais s'il a fait ça pour toute sa vie, c'est sûr qu'il va être bon. Mon premier conseil, c'est aller en référence. Si on est dans une région qu'on veut construire, mais on ne la connaît pas, aller avec quelqu'un de la région même. Il va connaître les terrains, il va connaître, OK, non, ça c'est une terre contaminée, mais non, ici, il va passer une autoroute. Il connaît déjà la région, il a beaucoup travaillé dedans. Il connaît, il a une rénovation, il connaît approximativement c'est quand cette maison a été construite. Il sait s'il a besoin d'un conseiller ou de faire des tests d'ambiance ou non. Donc, il est capable de poser les questions qu'on attribue à cette région. Même la quantité de neige. OK, ça pourrait aller à 2 mètres de neige dans cette région-là. Fais attention, on doit faire ça, on doit rehausser un peu le bâtiment, la nappe souterraine. Donc, aller avec quelqu'un qui connaît bien les lieux, aller avec quelqu'un de référence. Et si vous ne connaissez pas quelqu'un, l'Ordre des ingénieurs peut certainement aider. Et je pense que les municipalités et les gens dans la région peuvent également vous aider. Ok, je comprends. Donc, si je résume, une référence de quelqu'un de confiance, puis de quelqu'un qui connaît le domaine. Sinon, quelqu'un qui est dans la région, qui connaît la municipalité, qui connaît les terrains, puis les permis, comment ça marche avec la ville et tout ça. Puis, 3, si je comprends bien, si t'as pas tout ça, si t'as pas de référence, si tu sais pas comment aller chercher à la ville ou peu importe, tu regardes aussi son portfolio de projets, s'il a fait des projets similaires au tien. Ben, ça, c'est aussi un bon signe pour aller de l'avant, pour sélectionner ton professionnel. Autre que le prix, c'est important de regarder ça aussi. Parce que toi, tu regardes pas, j'imagine que le prix, comment tu fais pour savoir aussi pourquoi il y en a un qui sera à 12 000? Parce qu'au niveau de la construction, c'est peut-être plus facile de comprendre pourquoi il y en a un qui est plus cher que l'autre s'ils ne soumissionnent pas sur la même base ou s'il y en a un qui a oublié quelque chose. Mais au niveau des professionnels, comment tu peux, pour comparer ou comprendre comment il y en a un qui sera à 12 000 puis l'autre sera à 8 000 ou comment tu approches ça? Généralement, ce qu'on doit regarder, Swan, comme tu le sais bien, l'offre que Swan va me donner, je connais qu'il va faire de la surveillance de chantier. Est-ce que ça, c'est inclus dans les deux ou non? Je regarde vraiment qu'est-ce qui est inclus dans la première offre et qu'est-ce qui est inclus dans la deuxième. Est-ce qu'on compare les mêmes affaires ou il y a plus de services dans l'un et l'autre? J'avais un cas très récemment là où il y avait une énorme différence de prix. Mais pour l'un, il n'y avait pratiquement rien qui est inclus. Donc, le client est venu me voir. Écoute, comment on va y aller avec celui-là? Ah oui, mais c'est moins cher. C'est pas ça le premier critère. Qu'on regarde qu'est-ce qu'il va nous fournir, comment il va nous accompagner. Et c'est là où le portfolio est intéressant. Si je connais que vous avez fait beaucoup de cliniques et vous avez des expériences réussites, je compte ça comme une bonne référence. Donc, je connais que l'offre va être bien détaillée. Je la compare avec une offre bien détaillée, pareil, et c'est là où je fais mon comparatif. OK. Donc, tu compares ce qui est fourni et pas juste le prix. Exactement. Ça, c'est le piège de comparer juste le prix. Parce que tu vas prendre... Si tu prends le moins cher, souvent, c'est qu'il est le moins cher pour une raison, parce qu'il a peut-être oublié des choses dans son oublié ou juste volontairement pas inclus quelque chose dans son prix. C'est pour ça qu'il se retrouve moins cher par rapport à l'autre. Exactement. Et il y a eu des pièges pour un client que j'ai travaillé pour en gestion de projet. On était côté entrepreneur. Le professionnel n'avait pas inclus, c'était une maison, une villa de campagne. Il n'avait pas inclus une piscine, pourtant le client voulait. Il n'avait pas inclus un bassin de rétention des eaux, pourtant c'était obligatoire. Il n'avait pas inclus des salles pour tout ce qui est chauffage et services techniques du bâtiment. Donc, c'est là où ça commence à compter. Le comparatif entre ce que le professionnel va nous coûter et ce que le bâtiment vraiment va coûter, la construction va nous coûter, c'est
c'est une différence énorme. Souvent, on y va avec un professionnel moins cher, mais on paye beaucoup plus dans le bâtiment sans s'apercevoir. C'est un gros piège. Puis, tu budgètes combien dans la partie planification, justement, par rapport à... Supposons que le projet, ton budget, c'est 10 millions. Est-ce qu'il y a des règles approximativement de pourcentage de ton budget que tu dois dépenser en planification, ou est-ce que ça dépend vraiment du projet, projet par projet, de tes besoins? Genre, comment ça s'approche en général, ça? Généralement, il y a des règles, mais si on rentre en pourcentage, c'est sûr que quand le projet est petit, le pourcentage augmente en conséquence. Donc, quand le projet est plus grand, donc... quand c'est plus grand, en général, il y a plus de répétitions, j'imagine, dans le projet, puis du coup, le professionnel, il n'a pas besoin de passer... Exactement, et surtout si on parle d'un bâtiment de condo, donc c'est... Clac, copy-paste, puis... Exactement, ou des espaces, juste des entreposages, ou bien... Ouais. Ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin et de l'accompagnement. Donc, ça peut vraiment varier. OK. Puis, je me posais aussi la question, j'avais une autre question d'avoir ton avis. Il y a souvent des projets, différents types de livraison de projets. Tu as du design, build. Du coup, le design build, c'est l'entrepreneur général qui fournit la construction et la planification, qui gère les professionnels. Puis tu as du design bid build. Puis est-ce que le design build build, c'est que le client, du coup, il va embaucher tous ses professionnels, puis après, il va embaucher son général. Toi, est-ce que tu as une approche que tu préfères, ou qu'est-ce que tu recommanderais, si à ton avis, avec ton expérience que tu as vécue de gestion de projet maintenant? Les deux approches ne sont pas mauvaises, mais il faut savoir vraiment c'est quoi les conditions du projet. Si on y va dans un projet fast track, c'est essentiel qu'on y va avec un design build, avec un seul entrepreneur qui va engager les professionnels, qui va se lancer directement dans le projet, car il va le connaître par cœur. Les professionnels sont déjà dans son bord, donc ils vont être engagés à faire le suivi et l'avancement de ce qu'il va faire. Pourtant, on n'est pas sûr que tu auras le meilleur prix. On n'est pas sûr que tu auras la qualité que tu auras voulu. On n'est pas sûr si tu auras l'objectivité que tu voulais. Même si les professionnels sont des professionnels et ils sont censés être objectifs, mais il y a quelqu'un qui paye en fin de compte et c'est pas toi. C'est l'entrepreneur qui les paye. Donc, ça dépend également des chefs de service qui a choisi à faire. Pourtant, si tu as du temps et tu veux faire la bonne affaire, tu choisis des professionnels, tu termines tout ton design, tu regardes ta maquette, OK, tout est satisfaisant, je suis content d'avoir ce que j'ai présentement. C'est là où tu fais appel à des entrepreneurs, tu peux avoir 2-3 soumissions et c'est le marché qui va diminuer le prix et qui va le recalibrer. Donc, OK. Donc, ça dépend vraiment du style de projet et du style d'entrepreneur, tu sais, l'entrepreneur, comment il gère ses professionnels, si tu vas avec du design build ou du design build. Ouais. Exactement. Okay. La confiance joue un rôle si c'est un entrepreneur qu'on connaît bien, qu'on connaît son portefeuille, qu'on connaît déjà que tous ses clients sont satisfaits et il fait ce genre de projet, on y va avec. C'est faisable également. OK, du coup, ça dépend vraiment de l'historique, selon ton expérience, de l'historique et puis de l'expérience de chaque personne à qui tu parles. Exactement, oui. OK. Parce que la façon dont je le voyais personnellement, moi, de mon point de vue d'entrepreneur général, c'est que mon approche, je préfère l'approche design build. La raison pour laquelle, c'est que j'ai en tant qu'entrepreneur général, j'ai le contrôle, ou pas le contrôle, mais j'ai le contrôle aussi sur le niveau de détail des plans. Puis ça me permet de soumissionner sur quelque chose qui est assez complet, parce que ça m'arrive souvent, je sais pas si ça t'arrivait souvent, d'avoir des clients qui arrivent avec... C'est difficile de comprendre. Moi, quand je commençais, c'était difficile de comprendre c'était quoi la qualité d'un plan. Est-ce qu'un plan, il n'y a pas deux plans qui sont créés égaux? Tu peux dire que tu as des plans, mais quel degré de pourcentage il est fini ton plan? Puis, par exemple, si toi, tu as des clients qui arrivent, qui pensent que leurs plans sont complets, mais qui ne sont pas complets, comment tu leur approches le fait que tu as besoin de détails supplémentaires pour pouvoir soumissionner, pour leur donner un prix qui va pas bouger, ou un prix, pas bouger, on est en construction là, il y a toujours des inconnus, des imprévus, mais tu sais, un prix qui a de l'allure, puis que tu peux être plus ou moins sûr que ça va tomber autour de ce budget là, alors que tu arrives avec des plans qui sont pas complets. Comment tu leur expliquerais qu'il te faut ce plan là, puis que la planification c'est la partie presque dans mon point de vue c'est la partie la plus importante là, du coup comment tu leur expliquerais qu'ils ont besoin de mettre plus de détails dans les plans?
Parce que j'ai eu des clients qui comprenaient pas ou qui voulaient pas faire de plan parce qu'ils pensaient que c'était suffisant, mais qu'au final, tu sais, le prix, je peux pas leur garantir un prix parce que j'ai pas tous les détails. Du coup, toi, comment tu l'approcherais avec un client pour lui expliquer qu'il faut qu'il fasse ses plans plus détaillés, dépendamment du projet? Mais c'est sûr que ça le prend. Ce que je fais généralement, c'est une responsibility matrix. Donc, c'est une matrice de responsabilité. OK, on dit, mettons, est-ce qu'on veut ça de cette qualité de fer ou cette qualité de vitrage ou cette qualité de finition. Donc, je liste tout ça. Je dis, OK, ce sont les détails que je ne vois pas dans les plans, que j'ai besoin essentiellement pour pouvoir soumissionner. Est-ce que vous avez des choix précis pour les mettre? Donc, si c'est votre responsabilité de le faire et vous ne l'avez pas fait, ça, on a besoin de compléter ce bout-là pour faire les choix et pour les faire. Donc, je commence avec une petite matrice assez simple, avec tout ce que j'ai besoin de détails qui sont manquants sur les plans. J'essaie de les identifier avec le client. Si ce n'est pas identifiable de leur bord, car généralement, il ne veut pas reparler avec son architecte, il veut juste son prix. Exact. Donc, je fais la proposition. OK, moi, je te propose ça pour ce genre de détails. Veux-tu la plante verte ou veux-tu une plante rose? Donc, la plante rose va coûter 2000 pièces, la plante verte va coûter juste 500. Donc, je fais ma proposition, je l'inclus dans la proposition. OK, voici cette liste, voici les choix, et je l'envoie dans la soumission. OK. Donc, du coup, tu fais des choix des suppositions et tu les marques clairement que, OK, ben moi, je prévois ça dans ma soumission. Puis c'est sur ça que mon prix il est basé parce que les plans manquaient d'informations à ce niveau-là. Exactement. Appelons-la une liste d'hypothèses pour être simplifié. Okay. Donc, ce sont les hypothèses qu'on a prises en compte. Okay. Comme si les hypothèses, si on n'a pas fait une étude de forage, comment je vais savoir c'est quoi le type de fondation ou qu'est-ce qu'il a prévu. Donc, à quel moment tu descends ou exactement. Okay. Combien on doit excaver, on ne connaît pas les quantités, on a juste des hypothèses théoriques. C'est ça la liste d'hypothèses. Si on arrive et une hypothèse change, c'est sûr qu'on va retravailler en conséquence et c'est là où on va y avoir une variation. Donc... Quand les projets que tu as gérés depuis que tu as commencé, depuis que tu es dans l'industrie, est-ce que tu vois souvent des problèmes récurrents qui reviennent, qui seraient évitables au niveau des clients pendant la construction, tu sais, qui auraient pu être évités? Est-ce que tu as des exemples qui te pourraient venir? Je pense que la prise de besoin est généralement pas bien faite pour les clients. Il y a beaucoup de changements d'avis qui peuvent être bien pris en compte, surtout quand on est en design build, comme vous le faites. Donc, si j'ai le même concepteur, la même personne qui est responsable depuis le début, il va savoir comment bien m'accompagner pour ne pas avoir ces problèmes. Donc, je t'ai donné un exemple. Si je veux une piscine, mais je change d'avis, personne m'a dit que j'en ai besoin ou m'a proposé ou me l'a montré sur un plan et me disait, m'orienter, OK, c'est la bonne affaire de le faire. Je ne veux pas le savoir. Si j'ai besoin d'un plancher chauffant, mais personne ne m'a dit, OK, ça prend un plancher chauffant, tu es dans cette région, c'est ce que je te conseille, tu as assez de budget, même si tu vas augmenter un peu, ça reste correct. Pour ton confort. Exactement. Il y a beaucoup de risques dans cette région, tu es un peu loin, on mettra une génératrice. On prévoyait déjà un espace pour une génératrice avec tout ce qui vient avec. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner. Tu n'as pas besoin de quelqu'un arrivé à un entrepreneur qui n'était pas intégré dans toute la phase conception et qui arrive et qui dit « Ah, comment vous n'avez pas prévu ça? Comment vous n'avez pas prévu ça? Comment ça se fait? OK, ce matériel, c'est dur à trouver ici. » Quand tu as la même personne qui t'accompagne dès le début, tu évites pas mal de risques de même. OK. Ouais, vraiment bonne réponse. Vraiment bonne réponse parce que je vois quand même beaucoup ce genre de problème-là. Puis, si on retourne sur les aménagements commerciaux principalement, parce que moi, ma clientèle cible fait des aménagements commerciaux. Principalement, si je te mets en situation, j'ai un médecin, par exemple, ou un avocat qui va venir, qui va installer son cabinet. Ils vont louer un espace commercial. Puis là, c'est un ancien aménagement, ils veulent tout démolir, ils veulent tout reconstruire.
Est-ce que tu pourrais nous détailler les étapes importantes du projet, puis ensuite indiquer à chaque moment qui sont importants d'avoir des inspections, par exemple au rough-ins, que le client c'est important qu'il passe pour vérifier est-ce que toutes les prises sont bien installées à tel endroit, est-ce que tu as pensé à tout ça? Est-ce que tu pourrais nous détailler les étapes de... On assume que les plans ils sont prêts pour construction, puis là on part dans la construction elle-même, puis les étapes du projet, et puis expliquer aux clients, aux auditeurs à quel moment sera important que moi, en tant que client, que je passe à travers mon bureau, puis que je m'assure que telle chose soit faite. Par exemple, parce que s'il manque des prises puis qu'il ferme les murs, ben là, je te laisse expliquer. Non, si on est en construction, donc j'assume que toutes les études de base sont déjà faites. Donc, le client, c'est très important que le client passe à travers tous les plans. Donc, quand on dit tous les plans, donc qu'il ce soit avec son ingénieur électrique ou son architecte qui lui dit, OK, on a prévu une prise ici, une prise là, pour s'assurer que ça comble le besoin à cette hauteur. Donc, qu'il passe à travers tous les plans. Et généralement, ce qu'on fait, on le fait signer les plans pour s'assurer quand on y va en chantier et les choses avancent assez rapidement ou parfois le client n'a pas le temps de passer à chaque semaine. Moi, mon conseil, c'est au moins une fois par semaine, passer par son chantier juste pour voir si le tout est à ses attentes. Et je dirais une fois semaine avec son professionnel, avec son architecte ou son ingénieur pour regarder le tout. C'est très important d'avoir des échantillons. Donc, quand on a des échantillons, on sait exactement à quoi s'attendre. Même un petit échantillon de prise électrique pourra être aussi important qu'un échantillon de bois pour la finition des murs. Donc, il pourra être également important car tu sais que le délai de livraison, s'il a besoin d'une prise un peu plus spéciale, peut être énorme. Ça peut retarder, c'est un risque qui pourra retarder le projet en entier. Donc, mon conseil, c'est on commence par le on commence par démolir le tout, c'est sûr. On va reconstruire, donc on va redémolir le tout. C'est important qu'il regarde l'état nu de son emplacement. OK, quand il regarde, OK, il n'y a rien, on commence à nouveau, il connaît déjà qu'il y a une ampleur des travaux. Quand il voit juste l'espace fini, il ne s'aperçoit pas nécessairement à l'ampleur. La deuxième étape, c'est quand on commence par faire tout ce qui est comme parquet ou aménagement de sol et aménagement des murs. C'est important de voir la répartition et le sol avant qu'il soit fini. Donc, on voit tout le passage du courant électrique, des tuyaux, des plomberies, de tout ça. Il va s'apercevoir, OK, il y en a ça ici, il y en a ça ici. Il commence à bâtir une idée préliminaire de ce qu'il va voir. Et c'est là où c'est important qu'il les regarde pour lever un flag. OK, mais c'est-tu vraiment nécessaire une prise là? C'est là où, OK, si tu veux qu'on la change, on est capable de la changer. Donc, avant qu'on termine la finition du sol, avant qu'on termine la finition des murs, avant qu'on mette nos placards et qu'on avance encore plus, c'est important qu'il y ait une inspection. Et en fin de compte, en installant la finition, quand on commence avec la première salle, on commence à installer les finitions, c'est important qu'il regarde un petit échantillon d'une salle, un mock-up qui est en place pour s'assurer que ça avance bien. Et ce qui est le plus important, c'est de venir et visiter avant la réception finale, qu'il y aura une réception provisoire. Dans cette réception provisoire, le client va noter tout ce qui n'est pas à ses attentes. Déficiences? Toutes les déficiences. On sort avec une liste de déficiences, on corrige toute la liste des déficiences, on signe une réception finale, on s'assure que le projet est fini aux attentes du client. OK, c'est excellent. Un autre point que j'aimerais aussi rajouter justement sur ça, j'ai déjà eu des projets où ça arrive qu'il y ait des erreurs de mesure. Donc, ce qu'on fait aussi au début, c'est qu'on marque les murs au sol pour donner au client une espèce de... qui voit sans qu'il y ait rien de monter au tout début du projet quand tu disais que c'est vide. On marque tous les murs au sol. Ça nous permet de double-check les mesures au plan pour s'assurer que... ça nous est déjà arrivé dans un projet où il manquait un pied parce que quand le designer il est venu mesurer, il y avait plein de gens, c'était problématique. Du coup, ça lui a causé de faire une erreur. Puis là, ça nous aurait... Si on ne l'avait pas spoté, le passage ADA,
ça aurait pas marché. Quelqu'un en fauteuil roulant, il n'aurait pas passé parce qu'il manquait un pied au couloir. Donc ça aussi, c'est un point aussi qu'on aime bien faire au début de projet, de marquer nos lignes, de murs et tout ça. Comme ça, on n'a pas ce problème de mauvais layout, puis que le client, il arrive à se visualiser. Parce que visualiser au plan versus visualiser en vrai, tu sais, des fois, tu penses que sur les plans, c'est grand. Puis là, tu arrives dans ton espace, puis surtout quand c'est vide, c'est pas aménagé, t'as l'impression, tu te sens, c'est genre, oh, c'est tout petit. Donc, on aime bien aussi cette approche. Puis au niveau de son choix de l'entrepreneur, supposons que le client ait fait un design bid build, du coup il a choisi ses professionnels, quel genre de questions que tu poserais à un entrepreneur pour t'assurer que tu sais qu'il sait ce qu'il fait? On a déjà dit son portfolio. Est-ce que tu aurais d'autres questions qu'un client devrait poser, tu sais, des questions qu'il devrait poser pour s'assurer qu'il fait un bon choix d'entrepreneur? De mon côté, je m'assure de 3 affaires de base pour commencer. Le prix, quel genre de contrat on signe? Est-ce qu'on signe un contrat forfaitaire? J'imagine que oui, si le design est fini. Exact. Ouais. Donc, si c'est un contrat forfaitaire, on imagine que l'exécution va ressembler à 100% au plan et dessin et devis qu'on a déjà établi avec nos professionnels. Ça, c'est très important car parfois et souvent, je dirais, qu'on tombe dans les petits échecs. Ah, on va le faire à temps matériel. OK, mais tu as tous tes plans, tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi on y va en temps matériel? Donc, si on est capable de prévoir ce bout-là, et c'est la première fois que tu fais un choix d'entrepreneur que tu ne connais pas, il faut évidemment aller en forfaitaire. En forfaitaire, les risques sont majeurs en tant qu'Est-ce que tu pourrais juste clarifier forfaitaire et temps matériel, c'est quoi la différence pour les auditeurs? Il y a aussi budgétaire que je vais également expliquer. Donc, en temps matériel, donc, on a 10 personnes aujourd'hui qui travaillent sur notre chantier. On regarde combien d'heures ils ont passé sur le chantier. On les facture aux clients à un prix préétabli par heure. Également, pour le matériel, on achète notre matériel et on met un pourcentage de profit préétabli. On le facture également au client. Donc, cela a un risque majeur sur notre budget car on ne peut pas vraiment contrôler combien ça va prendre et on est à un contrat ouvert. Ouais. Donc, ça peut aller vraiment loin. Et quand les choses changent de notre bord, si on n'a pas un bon professionnel ou entrepreneur qui veut vraiment pour notre bénéfice, on peut risquer d'avoir un surcoût additionnel et on s'aperçoit juste après, OK, mais vous avez changé ça. Tu ne t'es pas aperçu car tu ne contrôles plus ton budget comme tu le contrôlais en forfaitaire. Forfaitaire, c'est tous nos plans sont établis, on connaît exactement ce qu'on va faire ou combien de prises électriques, combien de lampes on va mettre. Tout est déjà préétabli. Quel est le type de handle que je vais mettre? Donc, je peux sortir avec un prix exact du projet, se commettre à ce prix avec un entrepreneur et je m'attends à ce que cet entrepreneur me livre exactement comme c'est planifié et je le paye exactement le prix juste qui est sur la proposition. Donc, c'est le deuxième type de soumission. Le troisième, c'est budgétaire. OK, moi, j'estime que ça va nous coûter tant. OK, j'estime. Pour le budgétaire, c'est important, et même pour les autres, de ventiler les coûts au maximum possible. Si nos coûts sont ventilés, sont bien à suivre, on peut les suivre exactement. Si on connaît que les portes vont nous coûter à 50 000 pièces, on peut savoir quand on fait l'appel d'offres ou quand on y va pour acheter les portes, si ça coûte à 60 000, on sait qu'on a déjà dépassé un 10 000 dans les portes. Même chose pour les fondations. On peut s'assurer de calibrer ce qu'on fait. Donc, budgétaire, moi, je conseille, si quelqu'un que tu as confiance, vas-y avec un budgétaire. S'il y a des changements, ça va être plus collaboratif comme approche. Si quelqu'un que tu ne connais pas vraiment et tu es très attaché au prix que tu veux vraiment pas sortir du prix, vas-y avec un forfaitaire. Ton plan de match est déjà établi. Et si tu connais vraiment où est-ce que tu t'en vas, mais pourtant, tu as du temps de passer sur le chantier et de faire tes suivis avec un gestionnaire de projet, vas-y avec un temps matériel, mais il faut le suivre. Il faut le suivre en détail. Ça demande beaucoup de temps au client de faire un suivi de chantier régulièrement pour s'assurer que la personne ne lui vole pas des heures
et de marquer des heures supplémentaires ou des trucs comme ça. Est-ce que du coup ça tu demandes aussi, j'imagine, des feuilles de temps signées par chaque employé pour vérifier que tout va bien. Puis justement dans ces 3 choix-là, pourquoi tirer avec l'un et pas avec l'autre? Par exemple, forfaitaire, moi de ce que je comprends, c'est que forfaitaire, le prérequis pour aller sur du forfaitaire, ça va te prendre des plans complets, finis, final pour construction, où tous les choix définis, tous les choix ont été déterminés. Ensuite, budgétaire, de ce que je comprends. Est-ce que budgétaire, ça implique aussi que si ça coûte moins cher, vous partagez les savings avec... Exactement. Ce qui est bon dans le budgétaire, que tu travailles avec quelqu'un de confiance, tu sais s'il y a des savings, ça va être partagé avec lui. Et c'est bon d'avoir des savings. C'est bon pour lui car il va gagner plus. C'est bon pour toi car tu vas sauver encore plus. Mm-hmm. Donc, mais ça prend quelqu'un de confiance. Si on part de la mauvaise base, le budgétaire va redevenir un temps matériel non contrôlé. Du coup, le budgétaire, parce que toi, si les plans ils sont complets, supposons que les 2 plans ils sont complets, que tu as le choix entre forfaitaire et budgétaire, toi, si tu as confiance en l'entrepreneur, tu irais sur du budgétaire. Effectivement, oui. Et puis budgétaire, ça sous-entend que c'est un livre ouvert. C'est un livre ouvert. Okay. Du coup, le client, on se met d'accord sur les marges de profit, on se met d'accord sur les matériaux et sur le temps. Puis après, le client, il peut décider. Après, le client, il voit les dépenses, il voit les factures. Puis en gros, l'entrepreneur, il refacture tout ce qui lui a été facturé au client directement. Exactement. Donc, c'est un livre ouvert. On travaille ensemble. C'est une collaboration. Les heures que l'entrepreneur passe ici pour superviser les travaux sont également inclus. Tout est inclus, mais c'est bien contrôlé. C'est partagé. C'est un livre ouvert, comme tu disais, Swan. Moi, je pense que c'est un des meilleurs types contractuels si on va travailler en confiance. OK, parce que ça met tout le monde est avantagé, entre guillemets, à sauver de l'argent. Exactement. Car ce qui se passe dans un forfaitaire, si je suis dans le siège d'entrepreneur et je ne suis pas sûr combien ça va me prendre de temps, aller au 2e étage, livrer mon matériel, je ne suis pas sûr si ça va être compliqué, vider tout ce qui est débris de mon chantier. Si je ne suis pas sûr, ce que je vais mettre, je vais ajouter un 25%, 10% ici, 30% là, selon les contingences. Donc, est-ce que je veux vraiment ça en tant que client? Donc, je me mets dans un siège de client et je pense à ce que je fais en tant qu'entrepreneur et je ne veux pas qu'un entrepreneur me fait ça. Je ne veux vraiment pas. Exact. Après, mais là, c'est ça qui est compliqué aussi en tant qu'entrepreneur, justement. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi. Du coup, mais attends, ton choix de budgétaire et forfaitaire, ça dépend aussi énormément de la complexité du projet. Parce que si le projet il est vraiment simple, tu pourrais directement aller sur du forfaitaire, puis c'est tout. Ouais, il n'y a pas question quand il y a un projet simple. Comme tu disais, Swan, forfaitaire, OK, on livre ça, on connaît ce qu'on veut, tout est déjà préétabli. Il n'y a pas beaucoup de discipline. Généralement, le budgétaire, quand on est en multidisciplinaire, il y a quelques inconnus en travaux qu'on n'est pas sûr. C'est là où on y va en budgétaire. Du coup, ça rentre aussi dans beaucoup de rénovations, ça, du budgétaire. Exactement. Parce que tu as beaucoup d'inconnus, parce que tu n'as pas ouvert le mur encore, parce que tu ne sais pas c'est quoi les conditions existantes en soi. Et même si tu le sais pas vraiment. OK. Est-ce que tu as des points que tu voudrais adresser ou des points auxquels que j'ai manqué dans la question que tu voudrais parler par rapport... parce que je réfléchis à des questions en fait là en ce moment. Le point, si j'ai à aviser quelqu'un qui veut bâtir sa maison ou rénover un espace, mon conseil c'est faut que tu veux vraiment le faire. Donc pour les personnes qui vont acheter du déjà préfait, préaménagé, tout est prêt, tout est complet, il y a un gros marché. Vous pouvez en profiter. Mais pour ceux qui veulent du custom, faut que tu as le cœur là-dedans et faut être patient. Faut être ouvert à d'autres idées. Généralement, on arrive chez des clients, les clients sont fermés. « Ah, je veux ça. » Il y a plein d'idées qui sortent dans 30 secondes. Soit, OK, mais est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça ce que tu as besoin? Donc, c'est là où la question qui se pose généralement. Mais être ouvert, avoir la volonté de faire quelque chose de custom, être patient. La construction a besoin de patience. Le rush généralement sont co-négatifs. Yeah. Des retards d'échéancier et des over-budget. Écoute, on ne va pas se cacher.
ça arrive assez souvent. Assez souvent. Et j'avais une question justement au niveau de l'échéancier. Parce que des retards d'échéancier, parce que j'ai l'impression que les retards d'échéancier, ça dépend aussi de vraiment qui établit l'échéancier. Pour commencer. Parce que c'est un retard par rapport à l'échéancier initial, mais est-ce que l'échéancier initial, il est bien établi? Pour commencer, non. Du coup, parce que ça peut arriver des clients qui s'attendent à 2 mois, puis qu'au final, le projet, il y a tellement de petites tâches qu'on ne voit pas de l'extérieur que ça s'étale. Puis au final, le 2 mois que tu pensais, peut-être que ton échéancier, il n'était pas réalistique dès le départ, puis tu n'es peut-être pas en retard. C'est juste que ça prend plus que 2 mois parce que c'est un projet plus complexe que ce que tu anticipais dans ta tête. Du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que tu as des stratégies ou des méthodes pour établir un échéancier dans un projet de construction? Ça te prend quoi pour établir un échéancier pour un projet de construction? Pour commencer, je ne me fie pas sur les attentes du client. Okay, je veux mon projet livré en 2026. OK, parfait. Ce que les gens font de ce temps-ci, c'est le plus gros risque. Ils commencent par décembre 2026 et ils font la tâche en arrière. Ce qui n'est pas fou. Mais en même temps, on veut savoir si c'est vraiment faisable. On ne veut pas dire, OK, on coupe 3 jours pour les murs, j'amènerai 2 gars de plus. Mais tu commences déjà par la mauvaise base. Mm-hmm. Tu dois commencer par la bonne base. Ce mur, généralement, ça prend combien de temps? Cette porte, ça prend combien de délais de livraison? Est-ce que je mettrais un 3 jours de buffer à cause des conditions hivernales? Est-ce que ça peut tomber, quelque chose peut mal arriver? Est-ce qu'il y aura des retards non anticipés? Donc, je commence par la bonne base. J'établis mon échéancier étape par étape et je regarde où est-ce que j'arrive avec cet échéancier. Si ça me donne décembre 2027, OK, voici, monsieur le client, décembre 2027, on peut te la livrer dans les bonnes normes, dans les normes de la game. Yes. Si on veut optimiser, on peut optimiser ici, mais ça prendra des risques avec. Donc, ce qu'on risque, on anticipe au lieu de 2 gars, on va mettre un 3 gars pour les aider, on va mettre un 4 gars ici. Est-ce qu'ils vont aboutir à la performance régulière? On va l'essayer, on va le voir, on l'espère, mais on n'est pas sûr à 100%. Donc, un livre ouvert avec le client, être réaliste dans l'approche et bâtir l'échéancier en mettant à côté les attentes du client pour commencer, regarder combien ça prend réellement du temps et après ça, optimiser. Ne pas commencer par le scénario optimisé. Ok, je comprends. Parce que l'erreur que tu vois souvent au niveau des échanges, c'est que les gens, ils essayent de squeezer une timeline en fonction des attentes du client. Puis au final, ils gèrent mal les attentes, puis ils dépassent l'échéancier de 2, 3, 4 mois. C'est un peu pour ça que la construction est connue pour ces délais, du coup, j'imagine aussi. J'imagine que oui. Et ils ne prennent pas en compte les imprévus comme ils doivent le prendre. Le temps, la température, surtout si tu travailles en extérieur, ça dépend du style de projet. Parce qu'à l'aéroport, vous travaillez pas mal en extérieur, du coup, j'imagine. Donc, ça vous cause probablement beaucoup de délais, En plus, il y a le REM en ce moment qui se fait là-bas. Exactement. Du coup, ça doit vous causer beaucoup de problèmes en plus, là, avec collaboration entre les gens du REM qui arrivent faire leurs travaux, puis vous qui faites vos travaux de côté, ça doit être... assez complexe, je dirais. Avec les projets côté air, on doit faire attention aux opérations aéroportuaires. Tu peux pas retarder un avion pour n'importe quelle raison. Donc, pour ton camionneur qui va te faire une livraison, c'est pas faisable. Non, on fera pas des retards d'avion à cause de ça. Pourtant, ça pourra être un peu complexe. Puis, est-ce que tu vois des grosses différences ou est-ce que c'est quand même assez relativement général parce que l'aéroport, j'imagine que c'est des projets un peu plus institutionnels. Quand tu as des projets plus... Parce que tu faisais aussi des projets plus des clients, des individus, du private. Tu faisais aussi du business, j'imagine aussi, business to business. Exactement, oui. Et est-ce que tu avais une préférence entre des maisons individuelles ou du business ou même de l'institutionnel? Parce que moi, j'ai l'impression que l'institutionnel, c'est quand même beaucoup plus structuré et plus planifié souvent parce que ça demande beaucoup de plans pour les SEAO et les appels d'offres. Donc, toi, est-ce que tu as une préférence ou est-ce qu'il y a des stratégies ou des façons de procéder de l'institutionnel que tu transférais vers le B2B ou vers les individus que tu leur conseillerais de procéder de la même façon? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Mon conseil, généralement dans l'institutionnel, c'est de savoir maîtriser bien les parties prenantes.
mais qu'on maîtrise les parties prenantes, on sait avec qui on doit parler pour avoir la bonne décision ou la bonne orientation du projet. Et c'est le plus grand risque. Ce qui est en privé, la grosse différence, c'est tu as une seule partie prenante, c'est la personne, c'est le client. Ouais. Tu auras plus de parties prenantes. Si la conjointe du client va venir, il y a quelque chose qui lui plaît pas, c'est un autre problème qu'on a vécu assez souvent, par exemple, où les enfants viennent « Ah, OK, papa, pourquoi on n'a pas fait ça? OK, c'est ça ce que vous voulez, je ne savais pas. OK. » Donc, on y va avec un gros changement à cause de tout ça. Donc, maîtriser aussi que s'assurer que tout le monde, les parties prenantes sont à l'aise avec ce qu'on fait. Et en institutionnel, comme tu disais, Swan, effectivement, il y a tout un processus qui peut sembler un peu complexe, mais en même temps, le processus te rassure que tu es dans la bonne voie. Donc, on sait qu'on a un appel d'offres avec 3 soumissionnaires, mettons. On sait qu'on a choisi la bonne affaire. On sait qu'il y a un devis complet, ce qui n'est pas le cas dans une résidence privée. Donc, c'est un peu des pour et des contre. Mais... OK. Puis, du coup aussi, parce que je trouve qu'il y a souvent beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre l'importance de la planification. Et à partir de quel moment tu dirais que... Tu sais, parce que des fois, tu as des projets qui sont quand même relativement simples où tu n'as pas besoin d'aller dans le détail de... Tu sais, à partir de... Tu sais, quand tu commences à avoir des multidisciplines, que tu dis que tu penses que les plans, c'est genre très, très, très nécessaire, ou tu sais, à partir de quel niveau de complexité, on va dire, si tu arrives à... C'est une question un peu compliquée là, mais à partir de niveau de quel niveau de complexité tu dirais que les plans sont nécessaires et puis le détail des plans. Tu sais, parce qu'il y a des clients, s'ils vont juste changer le plancher, tu vas pas commencer à faire des plans pour changer le plancher là, mais tu me parlais de la complexité avec multidisciplinaire. Mais des fois, tu as des multidisciplinaires où tu n'as pas nécessairement besoin de rentrer trop dans le détail dans l'électricité, par exemple, parce que l'électricien, il peut aussi savoir que tu as juste besoin de... Ta capacité elle est suffisante, puis lui, il est capable de s'organiser de son côté avec les plans de l'architecte suffisamment. Généralement, comme règle du pouce, tout ce qui est réaménagement intérieur, pour tout ce qui est plancher, tout ce qu'on n'a pas du multidisciplinaire plus que électrique, et on ne parlera pas de mécanique. Quand on a juste électrique et aménagement, on n'a vraiment pas besoin de plan. Ce qu'on a besoin d'un petit sketch fait à main, on peut s'arranger, on peut vivre avec. Mais qu'on commence à rentrer avec des raccordements extérieurs. Donc, on doit faire tout un raccordement mécanique pour la ventilation ou pour l'air climatisé ou pour tout ça. Je conseille certainement de faire des plans. Mais qu'on rentre avec démolir des murs, reconstruire des murs. Donc, on a changé un peu les espaces. On a besoin de plans. Et mon conseil principal, l'erreur dans laquelle la majorité du monde tombe, c'est tu vas faire ce mur, réaménager un mur. Moi, je te conseille, si tu as besoin de réaménager le tout, donc tu n'as pas de sofa, tu n'as pas de furniture, tu n'as pas de mobilier. Quand tu n'as pas de mobilier, tu n'as pas de télévision, tu n'as pas l'aménagement complet, c'est bon d'avoir un designer intérieur, un architecte qui peut te donner conseil avec un petit plan assez simple. C'est quoi la différence entre un architecte et un designer? Le designer, il est plus orienté vers une salle que tu voulais aménager. Tu vas mettre quelques beaux panneaux. Il est moins technique. Il est plus artistique. Donc, l'architecte, il va rentrer dans la technique. OK, ton prise, tu dois l'avoir à tant de pouces. Ça, je te conseille de le faire à tel niveau. Donc, si tu as besoin de sortir des règles du jeu habituelles, je te conseille certainement d'aller avec un designer. Si tu veux rester dans les normes, règles du jeu, quelque chose de basique avec un petit goût artistique qui est correct, un architecte fera la job pour un petit aménagement. Si tu as un gros projet, une maison complète, une villa, vas-y avec les deux. Fais ton aménagement principal, amène un décorateur même qui choisit tes panneaux, qui choisit où est-ce que tu vas mettre le miroir, ou quel genre de tapis tu vas choisir, avec quelle réflexion avec le sol. Ça va certainement changer toute l'ambiance avec des détails de finesse. Parfois, au Québec, surtout, on rentre dans des maisons qui sont grandioses, qui ont un effet énorme de l'extérieur. Tu vois, OK, je vais rentrer dans quelque chose qui est sacoche.
Tu rentres, tu es surpris. C'est plate. Écoute, la même couleur de mur, la même couleur de plancher partout. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'on fait là? On a construit toute une maison. Ça a coûté des millions. Mais on a raté le dernier bout, les derniers 5 pas. Puis c'est ce que les gens y voient au final. Exactement. Moi, c'est ce que j'aperçois. Mhm. Ou bien la hauteur. Ici, je suis content, on est bien. Ouais. Mais on est... je ne sais pas à combien de pieds... Là, j'ai 12 pieds. C'est ce que ça prend. Un 12 pieds, tu rentres, tu es confortable. Mhm. Donc, mais si tu vas avec un strict minimum un peu partout... Genre 8 pieds, tu te sens cramp, tu te sens... Ouais, j'en ai vu de 7 pieds. Donc, Mais ça respecte pas trop le code, non? ça respecte pas le code, mais c'est pas récent. Mais c'est droit acquis en soi. Exactement. OK. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais des recommandations générales pour les clients, supposons ma clientèle cible, aménagement de bureau, aménagement de clinique, aménagement d'espaces commerciaux de manière générale? Est-ce que tu aurais des recommandations pour eux pour s'assurer que leur projet soit un succès, puis dès le début à la fin? Le premier conseil, c'est, comme on avait parlé, la confiance. Ça commence par une bonne confiance, un bon portefeuille. N'hésitez pas de demander à l'entrepreneur ou au conseiller d'aller visiter ses autres projets, d'aller faire un tour. Ça va vous rassurer encore plus. Vous allez voir des choses qui sont vraiment chouettes. OK, ça c'est top, ça c'est beau, ça c'est bien. Ça va vous donner de très bonnes idées, surtout dans des espaces commerciaux, là où on veut que ça soit le plus fonctionnel possible. Et n'hésitez pas d'apprendre des autres erreurs et de poser la question à l'entrepreneur. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le dernier projet? Qu'est-ce que vous nous conseillez comme amélioration? Et c'est là où le meilleur feedback va sortir. Soyez en mode collaboratif. Mm-hmm. Ne craignez pas un mode budgétaire de travail. Être ouvert à d'autres options. Mm-hmm. Et assurez-vous de choisir très, très bien votre architecte. All right, parfait. Excellent. Merci.